En 1976, l'homme qui aurait, dit-on, inspiré la statuette des Oscars a tiré 2 fois dans la poitrine d'un paysan. Il s'appelait Emilio Fernandez. El Indio. Il avait 72 ans. Il a fui au Guatemala comme un fugitif et 5 mois plus tard, il était libre. L'homme qui a inventé le Mexique au cinéma. Et ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est l'histoire que personne n'a racontée entièrement jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que sa propre fille a dû faire avec les maîtresses de son père alors qu'elle n'avait que 12 ans. Les mots exacts qu'elle a utilisés pour le décrire. Tu vas connaître l'enregistrement où Chavela Vargas raconte le moment où il lui a pointé un pistolet dessus et la raison glaçante pour laquelle le majordome lui a dit qu'il ne pouvait pas lui donner une arme. Tu vas comprendre pourquoi sa fille Jacaranda est tombée du 3e étage à 24 ans et pourquoi la mère n'a jamais accepté que ce soit un suicide. 36 ans a porté ce doute. Tu vas connaître l'acteur espagnol qu'il a failli abattre à coups de feu au studio Churubusco et qui a dû intervenir physiquement pour lui sauver la vie. Et tu vas voir comment le génie qui a gagné la Palme d'Or à Cannes et a dîné avec Marilyn Monroe a fini par délirer en répétant que ce n'était pas sa maison. Ses dernières paroles avant de mourir. Je te dirai quand chacune arrive, mais avant, tu dois comprendre qui était cet homme. Parce que si tu ne comprends pas sa grandeur, tu ne comprendras pas l'ampleur de sa chute. Et crois-moi, la chute a été brutale. Emilio Fernandez est né le 26 mars 1904 dans un village du Coahuila si petit qu'il n'apparaît même pas sur beaucoup de cartes. Mineral del Hondo, un endroit où la terre était sèche et les opportunités encore plus sèches. Son père s'appelait Emilio Fernandez Garza. C'était un colonel révolutionnaire, un homme dur, façonné par la violence d'un pays en train de se vider de son sang. Sa mère s'appelait Sarah Romo. Elle descendait des Indiens Kickapoo. C'est d'elle qu'il a hérité des traits qui allaient le rendre célèbre. Les pommettes hautes, la mâchoire carrée, le regard qui semblait traverser les murs. À 6 ans, le petit Emilio a vu son père partir à la Révolution mexicaine. Il l'a vu monter à cheval, il l'a vu disparaître à l'horizon, et à cet instant, quelque chose s'est brisé en lui, ou quelque chose s'est allumé. Peut-être les deux. À 12 ans, il a pris une décision qui allait définir le reste de sa vie. Il a quitté l'école et a rejoint la Révolution. Un enfant de 12 ans parmi des soldats, parmi des fusils, parmi des hommes qui tuaient et mouraient comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Des décennies plus tard, il l'avouerait lui-même dans une interview. La Révolution a fait de moi un homme. C'est là que j'ai appris à lire et que j'ai connu les bordels. Il avait 12 ans quand il a connu les bordels. Il a grandi entre les batailles, entre la poussière et le sang, entre la mort qui arrivait sans prévenir et repartait en laissant des corps à même la terre. Emilio lui-même le disait ainsi, « J'ai grandi dans la poussière des batailles, là où l'on meurt facilement. » La Révolution lui a appris beaucoup de choses, monter à cheval, tirer, ne faire confiance à personne, survivre. Mais elle lui a appris aussi autre chose, que la violence était un outil, que les problèmes se réglaient avec des poings, des balles, de l'intimidation. Cette leçon-là, il ne l'a jamais oubliée. En 1919, à 15 ans, il est devenu soldat officiellement. 1 an plus tard, il est entré au collège militaire. On aurait dit qu'il allait suivre les traces de son père, qu'il deviendrait officier, peut-être général. Mais Emilio Fernandez n'était pas le genre d'homme à accepter les ordres. En 1923, on l'a expulsé du collège militaire. Il a rejoint aussitôt le soulèvement d'Adolfo de la Huerta contre le gouvernement d'Álvaro Obregón. La rébellion a échoué. Emilio a été capturé. Condamné à 20 ans de prison, il avait 19 ans. 20 ans enfermé. Toute sa jeunesse gâchée derrière des barreaux. N'importe quel autre homme aurait accepté son destin. Il aurait compté les jours. Il aurait vieilli dans une cellule. Mais Emilio Fernandez n'était pas n'importe quel homme. Il s'est évadé, on ne sait pas exactement comment. Les versions changent. Lui-même racontait des histoires différentes selon qui posait la question. C'était dans sa nature de mélanger la réalité et la légende jusqu'à ce que plus personne ne puisse les distinguer. Ce qu'on sait, c'est qu'il a fui aux États-Unis. D'abord Chicago, il a fait ce qu'il a pu. Plongeur, manutentionnaire, n'importe quel boulot. Il a survécu. Ensuite, il est allé à Los Angeles. Et là, sa vie a changé à jamais. Parce qu'à Los Angeles, il y avait Hollywood. El Indio a trouvé du travail près des studios, comme ouvrier, à porter des pierres et à mélanger du ciment sous le soleil de Californie.
pendant qu'à quelques mètres de là, on tournait les films que le monde entier allait voir. La légende raconte que son corps sculptural a attiré les regards. Athlétique, musclé, une présence physique qui hypnotisait. Très vite, il a arrêté de porter des pierres et il a commencé à apparaître dans des films comme figurant, comme ombre, comme un de plus parmi des centaines de Mexicains qui cherchaient une seconde à l'écran, un dollar, une chance. Mais il y avait quelque chose qui le distinguait des autres. Pas seulement son corps, son ambition, sa conviction absolue qu'il était destiné à quelque chose de grand. Et là arrive l'une des légendes les plus célèbres du cinéma mexicain. Une histoire qu'El Indio a répétée toute sa vie, une histoire qui le reliait directement au prix le plus convoité du monde. À cette époque, l'actrice mexicaine la plus célèbre à Hollywood, c'était Dolores del Rio. Une beauté impossible, une star plus brillante que toutes les autres. Dolores était mariée à Cedric Gibbons, directeur artistique de la Metro-Goldwyn-Mayer, un homme puissant dans l'industrie. À la fin des années 1920, on a demandé à Gibbons de concevoir le trophée des nouveaux prix de l'Académie des arts et des sciences du cinéma. Il lui fallait un modèle, quelqu'un avec un corps parfait pour inspirer la statuette. Selon la légende, Dolores del Rio lui a suggéré son compatriote. « Prends Emilio », lui aurait-elle dit. « Il a le corps parfait. » Et Emilio a accepté. On dit qu'il a posé nu pour George Stanley, le sculpteur qui a créé la statuette. Que sa silhouette athlétique, ses proportions, sont devenues l'Oscar. L'Académie ne l'a jamais confirmé. Officiellement, l'identité du modèle reste un mystère. Mais El Indio l'a répété toute sa vie, en interview, en soirée, à quiconque voulait l'entendre. Et au Mexique, l'histoire est devenue vérité. Peut-être que toi aussi tu connais cette sensation. Quand une histoire est répétée tellement de fois que peu importe si elle est vraie, elle devient plus grande que les faits. Elle devient un mythe, et les mythes ont leur propre vérité. Emilio le savait. Des décennies plus tard, il a dit une phrase qui résume tout. Les idiots inventent des mensonges, les génies inventent des mythes. Lui se considérait comme un génie. Dans les années 1930, Emilio est revenu au Mexique. Le temps avait effacé ses crimes de jeunesse. Plus personne ne le cherchait. Plus personne ne se souvenait du jeune rebelle évadé de prison. Mais lui avait quelque chose que personne d'autre n'avait. Il avait vu comment on faisait du cinéma à Hollywood. Il avait travaillé près des studios. Il avait observé les grands réalisateurs. Il avait appris. Son premier rôle principal est arrivé en 1934, dans un film appelé Janitzio. L'histoire d'un pêcheur indigène, noble et tragique, qui meurt en défendant son honneur. Le public l'a adoré. Ces traits indigènes hérités de sa mère, qui à Hollywood l'avait relégué à des rôles de méchants ou de figurants, au Mexique faisèrent de lui l'incarnation de l'identité nationale. Mais jouer ne lui suffisait pas. Il voulait créer, il voulait inventer, il voulait construire un Mexique que le monde entier admirerait. En 1941, il débute comme réalisateur avec La Isla de la Passion, un film sur des soldats mexicains défendant une île du Pacifique. Succès modeste, mais ça lui ouvre des portes. Sauf qu'El Indio voulait plus. Il ne voulait pas être seulement acteur. Il ne voulait pas interpréter la vision des autres. Il voulait créer la sienne. Il a commencé à écrire, à étudier la construction des récits, à observer les réalisateurs avec qui il travaillait. Fernando de Fuentes l'a embauché pour Allah en El Rancho Grande, le film qui a lancé la comédie ranchera mexicaine. El Indio apparaît peu à l'écran, mais ce sont ses pieds qu'on voit Zapatar, le Jarab Tapatio, dans l'une des scènes les plus célèbres. Il apprenait, il absorbait, il attendait son moment. En 1941, un ami à lui, l'acteur David Silva, a réussi à convaincre un général devenu producteur de donner une chance à El Indio comme réalisateur. 50 000 pesos, c'est ce qu'a coûté le financement de la Isla de la Passion. À l'époque, El Indio vivait dans le garage d'une maison dans le quartier Condesa. Il n'avait pas d'argent, pas de contact important, il n'avait que l'ambition. Le film a eu un succès modeste, suffisant pour ouvrir des portes. Et puis 1943 est arrivé. Maria Candelaria, le film qui a tout changé. Une histoire sur une femme indigène rejetée par sa communauté parce que sa mère avait posé nue pour un peintre. Une histoire d'amour, de discrimination, de tragédie. Le rôle principal, Dolores del Rio. La même qui, soi-disant, l'avait recommandé comme modèle pour l'Oscar.
la même dont il était éperdument amoureux depuis Hollywood. Des décennies plus tard, il l'avouerait sans aucune pudeur. Elle me regardait sans me voir. Je suis tombé amoureux d'elle, mais elle m'ignorait. Je l'adorais, vraiment, je l'adorais. Un amour non réciproque qui a duré toute sa vie. Le film a été tourné à Xochimilco. Gabriel Figueroa, le plus grand chef opérateur du Mexique, a créé des images comme des tableaux, des nuages dramatiques, des silhouettes découpées sur le ciel, une esthétique qui allait définir le cinéma mexicain pendant des décennies. En 1946, Maria Candelaria arrive au Festival de Cannes et gagne la Palme d'Or. El Indio Fernandez devient le premier latino-américain à obtenir le prix le plus prestigieux du cinéma européen. La presse internationale le célèbre. Les critiques français le comparent au grand maître russe. Sergei Eisenstein avait tourné des parties de Que viva Mexico dans les années 1930, et beaucoup voyaient en El Indio son héritier esthétique. Et soudain, l'enfant soldat évadé de prison était au sommet du monde. Le critique français Georges Sadoul l'a appelé le portrait authentique de la vie rurale mexicaine. D'autres le comparaient à John Ford, le maître du western américain. Hollywood le cherchait, l'Europe l'admirait, et El Indio a tout cru. Avec un ego trop grand pour n'importe quelle pièce, il proclamait sans la moindre ironie « Il n'existe qu'un seul Mexique, celui que j'ai inventé. Le cinéma mexicain, c'est moi. » Ce n'était pas de la fausse modestie, il y croyait vraiment. Et d'une certaine manière, il avait raison. Les images qu'il a créées avec Gabriel Figueroa ont défini la façon dont le monde voyait le Mexique. Les charros fiers, les femmes aux tresses, les magueyes découpées sur des ciels dramatiques, les haciendas coloniales, la musique mariachi, le mélodrame bien avant l'existence des telenovelas. Le Mexique ne se reconnaissait pas dans un miroir, il se reconnaissait à l'écran. L'écran qu'El Indio avait créé. Après Cannes, les succès se sont enchaînés. Chaque année, parfois 2 ou 3 fois par an, El Indio sortait un nouveau film considéré comme un chef-d'œuvre. Enamorada, avec Maria Félix, l'histoire d'une femme fière qui tombe amoureuse du général révolutionnaire qui occupe son village. Maria Félix et El Indio se sont affrontés constamment pendant le tournage. 2 égos monumentaux sur le même plateau, mais le résultat fut l'un des meilleurs films de leur carrière. La Perla, basée sur une histoire de John Steinbeck. L'écrivain américain a collaboré au scénario. C'était l'histoire d'un pêcheur qui trouve une perle géante et comment cette richesse détruit sa vie. Le film a remporté des prix pour la photographie aux Golden Globes et à la Mostra de Venise. Rio Escondido, où Maria Félix incarnait une institutrice rurale envoyée par le président de la République pour éduquer un village contrôlé par un cacique. De la propagande gouvernementale déguisée en art, disaient certains. Un chef-d'œuvre du nationalisme révolutionnaire, disaient d'autres. Pueblerina, l'histoire d'une femme violée par le fils du cacique local et de sa lutte pour obtenir justice. Columba Dominguez dans le rôle principal, l'un des films les plus crus et les plus puissants du cinéma mexicain. Salon Mexico, un virage radical. Plus de campagne, ni d'indigènes. Cette fois, El Indio filme la ville. Une salle de danse, des prostituées, des policiers corrompus, une tragédie urbaine. Il prouve qu'il peut faire autre chose que des films paysans. Victima del Pecado avec Ninon Sevilla. Rumberas, cabaret, bébés abandonnés dans des poubelles. Le côté sombre de Mexico que personne ne voulait voir. Il travaillait sans arrêt. Il tournait 2-3 films par an, chacun plus ambitieux que le précédent. Son équipe restait presque toujours la même. Gabriel Figueroa à la photographie, Mauricio Magdaleno au scénario. Ensemble, ils ont créé un style inimitable. Les nuages de Figueroa sont devenus légendaires. Des nuages dramatiques, menaçants, qui semblaient annoncer la tragédie. Des années plus tard, Luis Buñuel travaillera avec Figueroa et lui demandera expressément de ne pas filmer ces nuages. Il en était fatigué, mais El Indio les adorait. Pendant ce temps, il construisait littéralement sa forteresse. En 1946, la même année où il a gagné à Cannes, il a commencé à bâtir une maison à Coyoacán. L'architecte Manuel Parra l'a dessinée, mais le concept venait entièrement d'Emilio. Il l'a appelée La Fortaleza. Et ce nom n'était pas un hasard. C'était une masse de pierres volcaniques avec des murs épais comme ceux d'un château médiéval. Des tours, des patios intérieurs, un bassin avec des canards. Tout ce qu'un homme au délire de grandeur pouvait désirer. Il y a vécu jusqu'à la fin de sa vie. Il y a tourné plus de 140 films.
il y a reçu les plus grands noms du monde. Diego Rivera et Frida Kahlo ont parcouru ses couloirs. José Alfredo Jiménez y a composé des chansons. Cuco Sanchez a joué de la guitare sous ses arches de pierre. Maria Félix a dîné dans sa salle à manger. Maria Callas a chanté pour lui. Elizabeth Taylor a admiré ses jardins. Et Dolores del Rio n'a jamais cessé de venir. Même quand El Indio s'est marié avec d'autres femmes, même quand il a eu des enfants avec d'autres femmes, Dolores était toujours là, toujours présente, toujours proche. Et puis en février, quelqu'un est arrivé que personne n'attendait. Marilyn Monroe. L'actrice la plus célèbre du monde était au Mexique. Officiellement, elle était venue acheter des meubles et de l'art mexicain pour sa nouvelle maison à Brentwood, en Californie. Officieusement, on murmurait qu'elle avait une liaison avec l'acteur mexicain José Bolaños. Marilyn avait visité les studios Churubusco, où Luis Buñuel tournait L'Ange exterminateur. Elle avait rencontré les stars mexicaines, goûté les tacos dans une taqueria, mangé des carnitas et même des verres de maguey. Gabriel Figueroa, présent sur le tournage de Buñuel, lui a lancé une phrase qui allait tout changer. « Tu dois absolument voir la maison de mon compadre. » Ce soir-là, Marilyn Monroe est arrivée à la Fortaleza. El Indio, toujours homme de spectacle, a organisé une fête intime. Il ne voulait pas que la presse soit au courant. Seulement eux, un photographe de confiance, et Columba Dominguez. La maison a impressionné Marilyn. La pierre volcanique, les arcs coloniaux, les meubles rustiques en bois sculpté. C'était exactement l'atmosphère qu'elle recherchait pour sa propre maison. El Indio lui a montré chaque recoin, raconté l'histoire de chaque objet, parlé de Diego Rivera qui avait participé à la conception de certains décors. Il lui a montré la vue depuis le balcon, donnant sur la rue Dulce Olivia, puis il lui a appris à boire la tequila à la mexicaine. Du sel sur le dos de la main, du citron, un petit verre cul sec. Marilyn ne comprenait pas. C'était trop compliqué. Elle a essayé une fois et a failli s'étouffer. 2 fois et elle a renversé la moitié. 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à être complètement ivre. Elle est restée dormir à la Fortaleza. Sachant combien Marilyn aimait les meubles mexicains, El Indio lui a fait un cadeau. 2 commodes en acajou, sculptées à la main par des artisans du Michoacán. Des pièces uniques, magnifiques. Marilyn les a emportées chez elle, à Brentwood. 6 mois plus tard, le 5 août 1962, Marilyn Monroe a été retrouvée morte dans cette même maison. Les commodes offertes par El Indio se trouvèrent dans sa chambre lorsqu'on l'a découverte. Il existe une photo de cette nuit à la Fortaleza. Marilyn souriante, un rebozo mexicain sur les épaules. Et l'Indio à ses côtés, fier. Columba observant derrière eux. 3 personnes qui ne pouvaient pas imaginer ce que l'avenir leur réservait. La Fortaleza était le centre de l'univers culturel mexicain. Plus de 140 films et telenovelas y ont été tournés. El Rapto, le dernier film de Jorge Negrete. El Libro de Piedra, un film d'horreur qui fait encore peur aujourd'hui. Corazón Salvaje, la telenovela qui a défini un genre. Mais la Fortaleza était aussi une prison. Une prison de pierre volcanique où les apparences comptaient plus que tout et où la réalité se cachait derrière des murs épais. Et c'est ici que l'histoire devient inconfortable. En 1941, la même année où il a débuté comme réalisateur, El Indio est parti à Cuba. Là-bas, il a rencontré une danseuse appelée Gladys Fernandez. Elle avait 16 ans. Ils se sont mariés rapidement. 1 an plus tard est née leur première fille, Adela. Le mariage a été un désastre dès le début. El Indio l'accusait d'être coquette, infidèle. Il était jaloux avec une intensité maladive. Gladys n'a pas tenu. Elle a abandonné sa fille nouveau-née et est retournée à Cuba. Selon Adela, sa mère a fui parce qu'elle ne supportait pas de voir Emilio amoureux d'une autre femme. Dolores del Rio. Toujours Dolores del Rio. L'amour impossible d'El Indio. La femme qu'il adorait, mais qui n'a jamais vraiment été à lui. Du moins, pas officiellement. Car il y a un secret qu'Adela a révélé des décennies plus tard. Un secret que tout le monde connaissait, mais que personne n'osait dire à voix haute. Dolores et El Indio ont bel et bien été amants. Adela l'a raconté sans ambiguïté. Ils se voyaient souvent, ils se vouvoyaient. Personne n'aurait osé dire « ce sont des amants ». Tout le monde le savait et tout le monde se taisait. Ils se vouvoyaient même dans l'intimité. C'était une façon de sauver les apparences, de faire semblant qu'ils n'étaient que collègues, amis,
collaborateur artistique. Mais tous ceux qui fréquentaient la Fortaleza le savaient. Dolores arrivait seule, restait des heures, parfois jusqu'à l'aube, et personne ne posait de questions. À cette époque, au Mexique, les secrets de Polichinelle se respectaient. El Indio n'a jamais cessé de l'aimer, même lorsqu'il s'est marié avec d'autres femmes, même lorsqu'il a eu des enfants avec d'autres femmes. Dolores a toujours été son obsession, et elle, à sa manière, l'aimait aussi. Peut-être pas avec la même intensité, peut-être pas avec la même folie, mais suffisamment pour continuer à lui rendre visite pendant des décennies. Il existe une histoire qui illustre la dévotion d'El Indio pour Dolores. Un jour, au lieu de lui envoyer des roses comme n'importe quel prétendant ordinaire, il lui a envoyé une boîte contenant 12 lucioles vivantes. Imagine la scène. Dolores ouvrant une boîte élégante, et au lieu de fleurs, 12 points de lumière clignotants. 12 petites étoiles qui brillaient seulement pour elle. C'était ça, El Indio. Excessif, théâtral, incapable de faire quelque chose de normal quand il pouvait faire quelque chose d'extraordinaire. Dolores del Rio a aussi profondément influencé l'homme qu'était El Indio. Avant de vraiment la connaître, il était brutal, révolutionnaire, un soldat devenu acteur. Elle l'a poli. Elle l'a emmené rencontrer Diego Rivera. Elle l'a introduit dans les cercles intellectuels du Mexique. Elle lui a présenté Salvador Novo, le poète le plus brillant et le plus mordant de sa génération. Elle lui a appris à s'habiller. Avant Dolores, El Indio portait n'importe quoi. Après Dolores, il s'est mis aux costumes croisés, aux vêtements sur mesure. Tout pour l'impressionner, tout pour être à sa hauteur. La relation avec Dolores, d'une manière ou d'une autre, a duré toute la vie d'El Indio. Elle est morte en 1983, 3 ans avant lui. Et ceux qui l'ont connu disent qu'il ne s'est jamais remis de cette perte. Mais avant Dolores, avant Columba, avant toutes les autres, il y a eu une autre obsession. Adela a grandi dans la Fortaleza, entourée de stars de cinéma, de peintres célèbres, de musique et d'art, mais aussi entourée de quelque chose de plus sombre. Et voici la première promesse que je t'ai faite. Des décennies plus tard, adulte, écrivaine reconnue, Adela l'a racontée avec ses propres mots, sans filtre, sans pudeur. J'ai passé mon enfance à voir défiler à la maison des dizaines de petites amies et de personnages célèbres. Mon père me donnait l'ordre de préparer ses petites amies. Je les baignais et je les parfumais au Chanel. Elle avait 12 ans, et son père lui ordonnait de préparer ses maîtresses, de les laver, de les parfumer, de les rendre présentables pour lui. Il n'aimait pas être avec elles si elles ne s'étaient pas lavées et n'avaient pas mis les parfums qu'il achetait. Une enfant, complice involontaire des infidélités de son père. Et elle obéissait. Quelle autre option avait-elle? À 16 ans, Adela n'a plus supporté. Elle a fui la Fortaleza. Elle est partie avec une machine à écrire Remington qui avait appartenu à son grand-père, l'Encyclopædia Britannica et quelques jorongos. Rien de plus. Des années plus tard, elle expliquerait sa fuite avec des mots qui tranchent. J'ai fui tant de mexicanité, tant de réalisme mexicain, tant de nationalisme et tant de contrôle exacerbé. On l'appelait la fille captive de Coyoacán. C'est ainsi qu'on la désignait. Pour se protéger de son père, elle recouvrait ses livres de Simone de Beauvoir avec des photos de Zapata et de la Révolution. Ainsi, il croyait qu'elle lisait de l'histoire mexicaine, pas du féminisme français. Mais la raison définitive pour laquelle El Indio l'a rayée de sa vie fut autre chose. Adela était lesbienne, et El Indio ne l'a pas supporté. Quand elle le lui a avoué, il a explosé. L'homme qui proclamait aimer le Mexique, qui disait représenter le meilleur de la culture nationale, n'a pas pu accepter que sa fille aime d'autres femmes. Elle le qualifiait d'homophobe imprésentable. Lui a simplement cessé de la reconnaître comme sa fille. Adela n'a pas pu revenir à la Fortaleza avant la mort de son père. Presque 30 ans. 30 ans de silence. 30 ans de distance. 30 ans de blessures qui n'ont jamais cicatrisé. Peut-être que toi aussi tu connais cette sensation. Quand quelqu'un que tu aimes te rejette pour ce que tu es. Quand la personne censée te protéger devient ton pire ennemi. Adela l'a vécu dans sa chair. Pendant ce temps, El Indio avait trouvé une autre femme. En 1945, lors d'un mariage à Mexico, il a rencontré Columba Dominguez. Elle avait 16 ans. Elle était belle, avec des traits mexicains très marqués, le type de beauté qu'El Indio célébrait dans ses films. Lui avait 41 ans, 25 ans de différence. En la voyant, il a dit sans détour
Je vais t'épouser. Ce n'était pas une demande, c'était une sentence. Ils se sont mariés en secret parce qu'elle était mineure. Il l'a transformée en actrice, l'a mise dans ses films, lui a donné le rôle principal de Pueblerina, l'un de ses chefs-d'œuvre. Il l'a rendue célèbre, mais il l'a aussi contrôlée. Il la faisait marcher pieds menus, habillée en indigène comme les personnages de ses films. Il lui faisait servir le dîner à ses amis pendant qu'il se vantait de ses succès. Il l'exhibait comme un trophée et continuait d'amener d'autres femmes à la Fortaleza. Adela, sa belle-fille, voyait tout. Elle savait tout. Des années plus tard, Adela raconterait qu'elle ne préparait pas seulement les maîtresses de son père. Elle savait exactement qui elles étaient, combien elles étaient, quand elles venaient. Columba le savait aussi, mais elle a tenu. 7 ans. En 1952, enceinte de sa seule fille avec El Indio, Columba a pris une décision. Elle l'a quitté. Elle est partie de la Fortaleza en portant Jacaranda dans son ventre, la petite fille qui naîtrait quelques mois plus tard loin de son père. Et l'Indio est tombé dans une profonde dépression. Il s'est noyé dans l'alcool pendant des mois. Mais quand Jacaranda est né, quelque chose a changé. Même si Columba et Emilio n'ont jamais revécu ensemble, ils ont maintenu une relation étrange. Il continuait à la chercher. Elle revenait toujours quand il avait besoin d'elle. Un cycle toxique. Un schéma qui se répétait encore et encore. Il existe une anecdote qui circule parmi ceux qui ont connu le couple. Une histoire qui résume parfaitement leur relation. Un jour, El Indio est arrivé ivre à la Fortaleza avec un groupe d'amis. Il a demandé à Columba de leur préparer un mole. Elle l'a cuisiné rapidement. Presque trop rapidement. El Indio a goûté le plat, il a adoré. Il s'est vanté devant ses amis des talents culinaires de sa femme. Après le banquet, il les a emmenés dans le patio pour leur montrer sa dernière acquisition. Un coq de combat qui lui avait coûté une fortune. Le meilleur coq de tout le Mexique, disait-il. Le coq n'était pas là. Où est le coq rouge? A hurlé El Indio. Lequel? A répondu Columba calmement. Celui qui était dans le patio, mon coq de combat. Ah, celui-là, tu viens de le manger en molle. On dit que c'est là que le mariage s'est définitivement terminé. Columba a eu sa vengeance, petite, symbolique, mais une vengeance quand même. Mais El Indio n'était pas violent seulement avec les femmes qu'il aimait. Il était violent avec tout le monde. Il avait une passion démesurée pour la tequila. Il buvait jusqu'à perdre le contrôle, et quand il perdait le contrôle, il sortait les pistolets, parce qu'il était toujours armé. Et voici la deuxième promesse que je t'ai faite. Chavela Vargas, la chanteuse légendaire, le connaissait bien, trop bien. Une nuit, elle dînait à la Fortaleza. El Indio voulait la convaincre de faire un film avec lui. Mais comme tant d'autres nuits, il était ivre, et dans le patio, il y avait un bassin avec des canards. Soudain, sans prévenir, il a ouvert une fenêtre, sorti un pistolet, et commencé à tirer sur les canards. Les autres invités sont restés pétrifiés. Personne ne savait quoi faire. Personne n'osait dire quoi que ce soit. Mais Chavela n'était pas n'importe qui. Elle lui a crié d'arrêter, de cesser de tuer les animaux. El Indio s'est tourné vers elle, lui a pointé le pistolet et a crié « Non! Et toi aussi, je vais te tirer dessus. » Imagine la scène. Un dîner élégant, des stars de cinéma, et soudain, l'autre pointant une arme sur une invitée. Chavela est allée voir le majordome. Elle lui a demandé une arme, n'importe laquelle, pour se défendre. Le majordome l'a regardée et lui a dit « Je ne peux pas vous en donner, madame. Je sais que vous seriez capable de tuer El Indio. » Et il avait raison. Chavela y a réfléchi un instant, puis elle a dit une phrase qui est devenue célèbre. « Oui, c'est vrai. Je ne vais pas me coller une mort aussi stupide sur le dos. Il ne vaut pas ce que coûte la balle. » Elle est partie de la Fortaleza cette nuit-là. Elle ne lui a plus jamais parlé. Des décennies plus tard, dans des interviews publiques, elle l'a décrit sans filtre. Un homme odieux, détestable et un père maltraitant. Chavela savait de quoi elle parlait. Elle avait vu le monstre de près. Mais l'épisode des canards et de Chavela n'était qu'un avant-goût, parce que la jalousie maladive d'El Indio a failli l'amener à commettre un autre crime. Dans les années 1950, après sa séparation avec Columba, elle est partie en Europe. Là-bas, elle a rencontré l'acteur espagnol Francisco Rabal, Paco Rabal. La presse à scandale a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a inventé une romance. Les gros titres criaient
Francisco Rabal arrive au Mexique pour épouser Columba Dominguez. Ce n'était pas vrai, mais El Indio y a cru. Un jour, dans la cantine des studios Churubusco, El Indio a vu Rabal assis à une table en train de parler avec Columba. Selon le scénariste Julio Alejandro, qui était présent, El Indio s'est levé, a marché vers Rabal, prêt à lui mettre 2 balles. Rabal ne comprenait pas ce qui se passait. Mais quelqu'un est intervenu, Luis Buñuel. Le réalisateur espagnol s'est levé et s'est interposé physiquement entre El Indio et Rabal. Et El Indio s'est arrêté. Parce qu'il y avait très peu de choses qu'El Indio respectait dans ce monde. Très peu de personnes qu'il n'osait pas affronter. Luis Buñuel était l'une d'elles. Rabal a été sauvé par l'intervention de Buñuel. Sinon, aujourd'hui, on raconterait une autre histoire. Mais la violence d'El Indio ne pouvait pas être contenue éternellement. Le 30 mai 1976, tout a explosé. El Indio avait 72 ans. Il n'était plus le réalisateur le plus célèbre du Mexique. Il ne gagnait plus de prix, personne ne finançait plus ses grands projets. Mais il refusait d'accepter que son époque était terminée. Il voulait faire un remake de Pueblerina, l'un de ses chefs-d'œuvre des années 1940. Il voulait prouver qu'il pouvait encore créer, qu'il comptait encore. Il se trouvait à Viesca, dans l'état de Coahuila, en repérage de décors. Le même type de village qu'il avait filmé des centaines de fois. Église coloniale, place poussiéreuse, paysans au chapeau de paille, le Mexique qu'il avait inventé. À 11 heures du matin, il est arrivé au village avec sa petite équipe. Il a pris des photos de la paroisse de Santiago Apostol, des chapelles anciennes, des façades coloniales en ruine. La chaleur était écrasante, le genre de chaleur qui t'assomme, qui te fait chercher de l'ombre et à boire. El Indio a pris quelques verres pour se rafraîchir, puis encore quelques autres. À 2 heures de l'après-midi, un groupe de gitans l'a reconnu sur la place. Il n'en revenait pas. Emilio Fernandez, le réalisateur de Maria Candelaria, l'homme de l'Oscar, là, dans leur village perdu du Coahuila. Ils l'ont invité à boire du café turc dans leur campement. Ils étaient installés dans une ancienne hacienda appelée La Madrileña, autrefois une usine de locomotives. Un endroit fantomatique, rempli de machines rouillées et de souvenirs d'un autre temps. El Indio a accepté. Il a toujours aimé être le centre de l'attention. Il a toujours aimé être reconnu. À 6 heures du soir, il est arrivé au camp. Les gitans étaient ravis. Ils lui ont servi le café dans de petites tasses. Ils ont pris des photos avec lui. Ils lui ont demandé des autographes. Ils l'ont interrogé sur Maria Félix, sur Dolores del Rio, sur les stars qu'il ne connaissait que par l'écran. El Indio était heureux. Pendant un instant, il redevenait important. Pendant un instant, il redevenait quelqu'un. Et puis un autobus est arrivé. 3 paysans du village en sont descendus. Ils avaient bu toute la journée. Ils venaient chercher des problèmes. L'un d'eux s'appelait Javier Aldecoa Roble. Il avait 26 ans. Il était jeune, ivre et armé. Aldecoa a commencé à tirer en l'air, à crier des obscénités, à insulter les gitans. Il leur criait qu'ils étaient des voleurs, des délinquants, qu'ils devaient quitter le village, qu'on ne voulait pas d'eux ici. Les gitans ont essayé de le calmer. Ils lui ont dit qu'ils étaient juste de passage, qu'ils ne cherchaient pas d'ennui. Mais Aldecoa n'écoutait pas. Et alors, El Indio est sorti pour les défendre. Un homme de 72 ans face à un jeune ivre de 26 ans. Il lui a crié de se taire, de laisser ces gens tranquilles, qu'il était Emilio Fernandez, le plus grand réalisateur du Mexique, et qu'il ne permettrait pas qu'un paysan ignorant maltraite ses hôtes. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé ensuite. Les versions diffèrent. Les témoins se contredisent. L'alcool brouillait les souvenirs de tous. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu une bagarre et que les compagnons d'Aldecoa, voyant que la situation dégénérait, lui ont retiré son pistolet pour éviter une catastrophe. Mais El Indio avait le sien, un calibre 45. Le même qu'il portait toujours, le même qu'il avait sorti tant de fois pour intimider les invités de ses fêtes. Il l'a dégainé, a visé le paysan de 26 ans et lui a tiré 2 fois dans la poitrine. Javier Aldecoa est tombé au sol. Le sang s'est répandu sur la terre sèche. Les gitans criaient. Les compagnons d'Aldecoa n'arrivaient pas à croire ce qu'ils voyaient. Quelqu'un a essayé d'aider le blessé. Ils l'ont mis dans un véhicule, l'ont emmené chercher de l'aide médicale. Il est mort peu après sur la route ou à l'hôpital, selon la version. El Indio, conscient de ce qu'il venait de faire, a fui.
La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre dans tout le Mexique. Le réalisateur le plus célèbre du pays avait tué un homme de sang-froid dans un campement gitan. Avec l'aide de ses amis, El Indio a traversé la frontière vers le Guatemala pendant que la police du Coahuila lançait une opération pour l'arrêter. Les journaux disaient qu'il s'était échappé dans sa propre camionnette sans laisser de traces. Quelques jours plus tard, à Guatemala City, il a décidé de se rendre. On l'a ramené au Mexique en avion. À l'aéroport de Mexico, des dizaines de journalistes, de photographes et de caméras l'attendaient. El Indio a maintenu sa version jusqu'au bout. Il avait agi en légitime défense. Le juge ne l'a pas cru. Il a été condamné à 4 ans et 6 mois de prison pour homicide. Mais Emilio Fernandez n'était pas n'importe qui. Le 10 décembre 1976, moins de 6 mois après le meurtre, il a payé une caution de 150 000 pesos et il est sorti libre. On raconte que la famille du paysan tué a changé sa déposition après avoir reçu de l'argent du réalisateur. Cela n'a jamais été confirmé officiellement, mais la rumeur persiste. L'homme qui avait tué un jeune de 26 ans était libre avant Noël. Peut-être que toi aussi tu connais cette sensation. Quand la justice ne fonctionne pas, quand l'argent peut tout acheter, quand les puissants trouvent toujours une issue. Et l'Indio a trouvé la sienne. Et pendant qu'il négociait sa liberté, sa fille était sur le point de tomber. Voici la troisième promesse que je t'ai faite. Le 22 novembre 1978, Jacaranda Fernandez Dominguez a organisé une fête dans son appartement. Elle vivait dans le quartier Cuauhtémoc, à Mexico. Elle avait 24 ans. Elle étudiait l'architecture. Elle avait commencé à jouer dans quelques films de son père. Elle semblait avoir un avenir brillant. Elle vivait avec une amie appelée Lydia. La fête a commencé normalement. Musique, alcool, invités. Mais quelque chose s'est produit cette nuit-là. Au petit matin, Jacaranda et Lydia ont eu une violente dispute. Les voisins ont entendu des cris. Jacaranda était très agitée. Elle a jeté un miroir contre la table du salon et ensuite elle est tombée du 3e étage. Elle est morte sur le coup. La police est arrivée, a enquêté, pris des dépositions et a classé la mort comme un suicide. Columba Dominguez, sa mère, ne l'a jamais accepté. Pendant 36 ans, dans interview après interview, Columba a répété la même chose. Elle n'avait aucun problème. Je ne comprends pas pourquoi elle aurait fait ça. Il est impossible que ma fille ait renoncé à la vie. Columba était convaincue que Jacaranda avait été assassiné. Les versions de cette nuit-là sont contradictoires. Certains témoins ont affirmé avoir vu Lydia pousser Jacaranda lors d'une altercation sur le balcon. D'autres ont dit que Jacaranda était sortie seule pour s'éloigner et qu'elle est tombée parce qu'elle était très ivre. 2 hommes qui avaient rencontré les jeunes femmes la veille dans un bar ont été arrêtés et interrogés. Ils ont dit qu'ils les avaient accompagnées à la fête, mais qu'ils n'avaient rien vu. La vérité n'a jamais été connue. L'affaire a été classée comme suicide. Et elle en est restée là. El Indio purgeait sa peine lorsqu'il a appris la mort de sa fille. Depuis la prison, il n'a pu dire qu'une chose. La seule chose que je puisse faire pour elle maintenant, c'est prier. Columba a porté ce doute jusqu'à la fin de sa vie. 36 ans à se demander ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. 36 ans sans réponse. 36 ans convaincu qu'on lui avait arraché sa fille. Peut-être que toi aussi tu sais ce que c'est de porter quelque chose que tu ne pourras jamais prouver. Quelque chose qui te ronge de l'intérieur pendant que le monde insiste pour l'expliquer autrement. Quelque chose qui t'oblige à vivre avec le doute comme compagnon permanent. Columba a vécu avec ce doute jusqu'à sa mort. El Indio est sorti de prison, mais il n'était plus le même. Le génie qui avait inventé le Mexique était fini. Sa carrière de réalisateur était définitivement terminée. Ses derniers films comme réalisateur, Mexico Norte et Erotica en 1979 sont passés inaperçus. Personne ne voulait financer ses projets. Les studios l'évitaient. Le public l'avait oublié. Le cinéma mexicain avait changé. On ne voulait plus d'histoires d'indigènes nobles et de révolutions glorieuses. On voulait des comédies urbaines, des films de Fichera, des drames modernes. Le nationalisme qu'El Indio prêchait était devenu désuet. Les critiques qu'il avait autrefois adorés le méprisaient désormais. Ils disaient que ses films étaient folkloriques, de façon artificielle, que sa vision du Mexique était touristique, exotique, faite pour impressionner les étrangers plus que pour refléter la réalité. Mais Hollywood se souvenait encore de lui. Sam Peckinpah,
le réalisateur de westerns violents et nihilistes, l'admirait. Il l'a engagé pour The Wild Bunch en 1969. El Indio y jouait un général mexicain, un méchant nuancé, exactement le type de rôle qu'Hollywood lui avait toujours proposé, le Mexicain dangereux, imprévisible, mortel. Peckinpah l'a rappelé pour Pat Garrett and Billy the Kid, puis pour Bring Me the Head of Alfredo Garcia, un film sombre et violent sur un homme traversant le Mexique à la recherche d'une tête coupée. El Indio y avait un rôle secondaire mais inoubliable. John Huston, un autre maître du cinéma américain, l'a également cherché. Il l'a fait jouer dans La Nuit de l'Iguane, tournée à Puerto Vallarta. El Indio y incarnait un barman, un petit rôle pour un homme qui avait gagné la Palme d'Or, mais du travail quand même. Huston l'a rappelé en 1984 pour Under the Volcano, d'après le roman de Malcolm Lowry. C'était l'avant-dernier film d'El Indio. Il a aussi travaillé dans Pirate de Roman Polanski, tourné en 1986. L'un de ses derniers rôles. Mais ses travaux à Hollywood n'étaient rien que des miettes comparés à ce qu'il avait été. L'homme qui dirigeait Maria Félix et Dolores del Rio acceptait désormais des rôles de méchants dans des films américains. Au Mexique, El Indio était devenu un fantôme de lui-même. Il s'est réfugié dans la Fortaleza, il buvait, il se souvenait des jours de gloire, il regardait les photos de ses triomphes, il parlait de Cannes comme si c'était arrivé la veille. Parfois, le matin, il montait à cheval sur le terre-plein de Miguel Ángel de Quevedo, un vieil homme à cheval au milieu de la circulation de Mexico, une image du passé qui refusait de mourir. Les voisins le regardaient passer en chuchotant. Certains le reconnaissaient. D'autres n'avaient aucune idée de qui était ce vieil excentrique qui se promenait comme s'il vivait dans une hacienda du 19e siècle. El Indio vivait prisonnier de sa propre légende, prisonnier du Mexique qu'il avait inventé. Un Mexique qui n'existait plus. Peut-être un Mexique qui n'avait jamais existé. Et voici un détail qui résume toute sa folie romantique. Un détail qui montre jusqu'où allait son obsession pour l'amour impossible. Tu te souviens que je t'ai dit qu'il était amoureux de Dolores del Rio? Eh bien, il y eut une autre femme qui l'obséda tout autant, voire davantage. Olivia de Havilland, l'actrice d'Autant en emporte le vent, sœur de Joan Fontaine, l'une des plus grandes stars d'Hollywood. El Indio l'a vue à l'écran en 1939 et il en est tombé éperdument amoureux. Il ne l'a jamais rencontrée en personne. Il lui envoyait des lettres d'amour par l'intermédiaire d'un ami écrivain, Marcus Goodrich, des lettres passionnées où il lui parlait du Mexique, de sa maison, du château qu'il avait construit pour l'accueillir. Mais le destin avait d'autres projets. Marcus Goodrich a fini par épouser Olivia de Havilland. El Indio, anéanti mais sans renoncer, a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a demandé une faveur personnelle au président Miguel Alemán. Il voulait qu'une rue de Coyoacán soit prolongée jusqu'à sa maison et qu'on lui donne un nom spécial. Dulce Olivia. Le président a accepté. Et chaque matin, El Indio ouvrait les portes de son balcon et regardait en bas, vers la rue qui portait le nom de la femme qu'il n'avait jamais connue. Il disait qu'il respirait le doux parfum de sa douce Olivia. Il l'avait symboliquement à ses pieds, transformée en rue devant sa fenêtre. Pour toujours. Cette rue existe encore aujourd'hui. Si tu vas à Coyoacán, tu peux la trouver. Dulce Olivia, un monument à l'amour impossible d'un homme qui n'a jamais su aimer les personnes proches de lui. Olivia de Havilland est morte en juillet 2020, à l'âge de 104 ans. Elle n'a jamais rencontré El Indio. Elle n'a probablement jamais su que cette rue existait. Le gouvernement mexicain le surveillait. La direction fédérale de la sécurité tenait un dossier sur lui. On l'espionnait, on l'archivait, parce qu'un homme comme lui n'appartient à personne, pas même au pays qu'il avait lui-même inventé. Mais tout cela n'avait plus d'importance. Sa santé a commencé à décliner. Il est tombé dans sa maison d'Acapulco. Il s'est fracturé le fémur. On l'a transporté à l'hôpital où, selon Adela, il a reçu une transfusion de sang contaminée par la malaria. Il est retourné à la Fortaleza. Et là, Columba l'attendait. Malgré tout, malgré les infidélités, malgré les humiliations, malgré les années de séparation, malgré la mort de Jacaranda, malgré tout ce qu'il lui avait fait, elle était là. Le 6 août 1986, il faisait froid à Mexico. Columba a allumé la cheminée pour réchauffer la pièce où El Indio se reposait. Soudain, il a commencé à s'agiter, à dire des incohérences, puis il a crié ce qui allait être ses dernières paroles. « Sortez-moi d'ici !»
Ce n'est pas ma maison. La Fortaleza, le château qu'il avait construit pour abriter sa gloire, l'endroit où il avait reçu Marilyn Monroe et Maria Callas, l'endroit où il avait tourné plus de 100 films, il ne la reconnaissait plus. Il ne savait plus où il était, et puis tout s'est arrêté. Columba a tenté de le réanimer, elle lui a massé la poitrine, mais c'était inutile. Il a ouvert les yeux et m'a regardé une dernière fois, avec un regard triste, peut-être un adieu. Il a pris 2 inspirations et son cœur s'est arrêté. Emilio El Indio Fernandez est mort à 1h30 du matin, le 6 août 1986. Il avait 82 ans. Columba l'a habillé une dernière fois. Elle lui a mis son costume de charreau noir, son foulard autour du cou. Elle a retiré la Rolex de son poignet, la montre qu'il ne quittait jamais. À 1h55, le corbillard est arrivé. L'homme qui avait inventé le Mexique était mort. Les journaux ont publié de longs hommages. Ils ont rappelé ses triomphes à Cannes, ses films avec Dolores del Rio et Maria Félix, la légende de l'Oscar, les fêtes à la Fortaleza. Et ils ont aussi rappelé la violence, le meurtre du paysan, les coups de feu sur les canards, la jalousie maladive. Le Mexique a enterré l'un de ses génies et l'un de ses monstres. Parce qu'El Indio était les deux. Il a toujours été les deux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. El Indio est mort sans testament. Il est mort intestat après 82 ans de vie, après 129 films. Après avoir construit un empire culturel, accumulé des propriétés, des œuvres d'art et des souvenirs, il n'a laissé aucun papier indiquant quoi faire de tout cela. Et automatiquement, selon la loi, Adela est devenue héritière universelle. Adela, la fille qu'il avait rejetée parce qu'elle était lesbienne. La fille qui s'était enfuie à 16 ans avec une machine à écrire et quelques livres. La fille qu'il n'avait pas vue depuis près de 30 ans. La fille qu'il avait chassée de sa vie pour être qui elle était. Elle a hérité de la Fortaleza. Elle a hérité de tout. Columba Dominguez, qui avait été avec lui jusqu'à la dernière seconde, qu'il avait habillé pour sa mort, qui avait allumé la cheminée ce matin froid, qui avait supporté des décennies d'humiliation et d'abandon, n'a rien reçu. Rien du tout. Et alors une guerre a commencé. Une guerre qui n'est toujours pas terminée. Columba a affirmé publiquement qu'Adela n'était même pas la fille biologique d'Emilio. Elle disait qu'Adela était la fille de Fernando Fernandez, le cousin d'El Indio, que Gladys, la mère d'Adela, avait trompé El Indio depuis le début, qu'Adela n'avait jamais été légalement adoptée. Adela l'a nié jusqu'à sa mort. Elle disait que Columba mentait par dépit, par vengeance, pour garder la Fortaleza. La vérité, comme tant d'autres vérités dans cette histoire, n'a jamais été connue. Il y avait aussi un autre fils, un homme nommé Emilio Fernandez Castañeda, né d'une autre relation. On sait très peu de choses sur lui. Il a vécu dans l'ombre de son père. On dit qu'Adela l'a également privé de tout héritage possible. Il est mort plus tard dans des circonstances que personne n'a voulu enquêter. Il y avait encore une autre fille, Xochitl Fernandez, née de la relation d'El Indio avec Gloria de la Vega. Une autre femme, un autre mariage, une autre fille abandonnée à son sort. La famille Fernandez était un désastre. Des enfants éparpillés, des mères abandonnées, des héritages disputés. Adela est restée avec la Fortaleza et s'est consacrée à préserver la mémoire de son père. Le même père qu'il avait rejeté, le même père qu'il avait expulsé de sa vie pour avoir aimé des femmes. Dans une interview peu avant sa mort, Adela a dit quelque chose qui résume toute sa tragédie. « Je reste très attaché à mon père. Je l'aime beaucoup. » Maris Soul Warner avait raison. Le père a dévoré la fille. Le père a dévoré la fille. Cette phrase dit tout. Adela a passé sa vie à fuir El Indio et a fini par consacrer sa vie à préserver sa mémoire. Elle l'a aimé et détesté. Elle l'a rejeté et hérité. Elle n'a jamais pu lui échapper. En août 2013, Adela est morte à 70 ans. Une occlusion intestinale compliquée. Une mort douloureuse pour une vie douloureuse. Son fils, Emilio Quetzalcoatl Fernandez, a hérité de la Fortaleza. Mais Emilio Quetzalcoatl souffre d'addiction, drogue, alcool, une vie partie à la dérive. Selon sa cousine Citlali, il vit comme un poids mort, incapable de s'occuper de lui-même, encore moins d'un manoir historique. Et maintenant, les petits-enfants d'El Indio se battent pour l'héritage, littéralement à coups de poing. Il y a eu des affrontements physiques à l'intérieur de la Fortaleza, des cris, des bousculades, des coups.
La police est intervenue. Des plaintes pénales ont été déposées, des ordonnances d'éloignement demandées. Citlali, l'une des petites filles, a passé 8 ans en prison pour fraude immobilière. Elle a escroqué des acheteurs d'appartements, a été condamnée et a purgé sa peine. Le sang d'El Indio coule dans les veines de ses descendants, et avec lui coule aussi la malédiction. La Fortaleza, le château qu'El Indio avait construit pour abriter sa gloire, est devenu un champ de bataille familial. Les murs qui ont vu Marilyn Monroe voient maintenant des petits-enfants se battre pour de l'argent. Les couloirs où Maria Callas a marché sont désormais le décor de procès et de contre-procès. En 2013, les cendres d'Emilio Fernandez ont été exhumées du Panthéon Jardin, où il avait été enterré à l'origine. Elles ont été transférées à la Fortaleza. On a construit un mausolée spécial pour lui à l'intérieur de la propriété. À côté de ses cendres, on a placé celle d'Adela, le père et la fille, celui qui a rejeté et celle qui a été rejetée, ensemble pour toujours dans la maison qui les a séparés. Columba Dominguez est morte le 13 août 2014. Ses restes reposent dans un autre cimetière, à des kilomètres de la Fortaleza, à des kilomètres d'El Indio. Proche de lui dans la vie, loin de lui dans la mort. El Indio Fernandez a laissé derrière lui 129 films, une palme d'or, une légende sur l'Oscar qui est probablement fausse, une rue appelée Dulce Olivia et une fortaleza qui tombe en ruine pendant que ses descendants la détruisent. Il n'existe qu'un seul Mexique, celui que j'ai inventé. Il a inventé un pays entier pour l'écran. Et en dehors de l'écran, il a détruit tous ceux qui l'ont aimé. Parce que le Mexique qu'il a inventé était magnifique. Mais l'homme réel était une forteresse. Et une forteresse n'en lasse pas. Une forteresse enferme. Si tu veux le prochain, abonne-toi et dis-moi en commentaire à qui tu veux que je révèle toute la vérité.